Nous allons ce soir démontrer que pour bien vieillir, il faut bouger. Alors il faut bouger, parce que oui, je crois merci beaucoup. Que l'activité physique, nous verrons ce que nous entendons par là. Est-ce que vous m'entendez bien, ça va? Oui. Est un élément fondamental du bien vieillir. Alors, voilà. Donc alors, partons du principe qu'il y a trois façons de vieillir. Si l'on regarde autour de soi, vous constatez que le vieillissement est extrêmement inégalitaire. C'est extrêmement hétérogène et que l'écart se creuse au fil des années. Certaines personnes vieillissent très bien. C'est le vieillissement actif d'un sujet robuste et qui est très mobile, très actif. Le vieillissement normal, c'est un sujet qui vieillit, dont les organes perdent un peu leur fonction, qui devient fragile. Et enfin, le troisième mode de vieillissement, c'est le vieillissement pathologique, au cours duquel les gens sont malades, souvent dépendants et peu mobiles. Alors, voilà l'exemple type de vieillissement actif. Il est bien connu. Il a, je crois, à ce jour, 104 ans. Cette photo a été prise quand il avait 100 ans, il continue à faire les 100 km à vélo. Il est extrêmement actif, c'est vraiment un cas extrême. C'est un sujet robuste, vieillissement réussi, dit-on. La deuxième image, vous pensez que ça a marché maintenant? Oui. Voilà, très bien. Non, pardon. La deuxième image est celle du vieillissement intermédiaire, le vieillissement normal, on va dire, usuel. C'est la fragilité. Ce monsieur qui est donc dans une maison de retraite, apparemment, qui a des difficultés à marcher. Et la troisième façon de vieillir, c'est celle-ci, c'est la dépendance. Vous voyez que ce monsieur est totalement immobile dans son fauteuil. Et donc, ce qui fait la différence entre ces trois personnages, c'est la mobilité. La mobilité, c'est la vie, en quelque sorte. Restons mobiles le plus longtemps possible, c'est le slogan qu'on pourrait donner. Alors, à tel point que la vitesse de marche d'un individu, d'une personne donnée, est un élément prédictif de longévité. Autrement dit, quand on voit quelqu'un marcher, quand on mesure, et ça on le fait en laboratoire, même de façon courante, on mesure la vitesse de marche de quelqu'un, on peut prédire un peu sa longévité, le nombre d'années qu'il va vivre. C'est assez étonnant, ça a été démontré scientifiquement par des études. La vitesse de marche, c'est aussi la qualité de la marche. Quand on voit quelqu'un qui marche de façon alerte, quelqu'un qui marche péniblement. Quand on s'assoit sur un banc, dans une rue ou dans une galerie de supermarché, on voit les gens marcher, on devine un peu leur état de santé et leur état fonctionnel. Alors, vous avez dû voir passer ces temps-ci cette information. C'est un décret, c'est une loi déjà de 2012, je crois. Le décret est pas... Non, je crois que c'était le 30 décembre 2016, je crois, la loi. Le décret du 31 mars 2017, applicable donc le 1er avril 2017, cette année, là donc, comme quoi les médecins seraient en mesure de prescrire. Alors, le sport, je n'aime pas le mot sport, vous verrez, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, mais je dirais l'activité physique. C'est une étape, c'est un changement de mentalité, en ce sens que ça prouve que l'activité physique est reconnue comme étant c'est une thérapeutique non médicamenteuse. C'est reconnu comme étant presque aussi efficace, c'est mis sur le même niveau que les médicaments. Donc c'est une prise de conscience, même si pour des raisons que vous devinez, ça ne sera pas forcément remboursé par la sécurité sociale, c'est quand même une étape dans la reconnaissance de l'activité physique comme élément de bien vieillir et de santé en général. Alors, justement, j'ai dit tout à l'heure, je n'aime pas trop le mot sport, parce que si on dit à quelqu'un de 60 ans, qui vient de prendre sa retraite, qui n'a jamais fait beaucoup de sport, disons, dans sa vie, bon, ben maintenant, vous êtes à la retraite, vous aurez le temps de faire un petit peu de... Faites donc du sport, ça ira mieux. Il va être un peu rebuté, parce qu'il va dire, voilà, du sport, ça veut dire qu'il faut que j'achète, vous voyez, là, comme le monsieur, là, des chaussures à crampons, un équipement, des chaussettes, tout ça, il va acheter un ballon, c'est un peu rebutant. Non, soyons plus modestes, disons, faites de l'activité physique. Et l'activité physique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est assez général, ça englobe tous les mouvements du corps, tous les mouvements qui sont faits à l'occasion des activités domestiques, passer l'aspirateur, laver les vitres, hein, jardiner, c'est l'activité physique.
descendre des escaliers pour aller au sous-sol, c'est de l'activité physique. Que ce soit aussi pour des activités physiques professionnelles, il y a, disons, de moins en moins de professions où l'activité physique est intense. Vous savez que les travailleurs de force, il y en a de moins en moins, heureusement d'une façon. Hein. Et je disais tout à l'heure que pour creuser des trous, avant, il fallait prendre la pelle et la pioche. Maintenant, on est au volant et on fait ça. Hein, on risque plus des tendinites que l'épuisement. Hein. Alors, donc, l'activité physique professionnelle, de transport également. Il y a une étude récemment qui est parue dans les journaux médicaux qui disait que les gens qui allaient au travail à vélo étaient moins malades que les autres. Donc le fait de se déplacer en vélo était un élément de bonne santé également. Et puis bien sûr l'activité physique de loisirs, ou même aussi sportive carrément. Hein, voilà. Donc si vous voulez, l'activité physique c'est tout cet ensemble-là. Donc il faut comptabiliser tout dans une journée. Hein. Et on verra tout à l'heure qu'il est recommandé de faire 10 000 pas par jour. Qu'on les fasse en faisant les couloirs d'une maison de retraite, comme j'ai dit ça dans midi, ou qu'on les fasse autrement, de toute façon, c'est comptabilisé. L'exercice physique, c'est un autre terme qu'on emploie pour désigner, disons, une activité physique qui est faite souvent sous contrôle d'un coach, d'un leader, pour s'exercer, autrement dit, pour devenir meilleur. Quand on fait un exercice de maths, un exercice de français, pour devenir meilleur. L'exercice, c'est un exercice scolaire. Là, c'est pareil, on le fait de façon programmée, on dit, vous faites 5 fois le tour du bâtiment, en temps de temps, vous faites 10 pompes ou 15 pompes, vous faites ceci, cela, 8 abdos, 8 séances d'abdos. Donc, c'est programmé en durée, en intensité, en longueur, etc. Et c'est souvent encadré. Quant au mot sport, eh bien, le sport est quand même, quand on parle de sport, on introduit une notion disons, de règlement. Dans un sport, on ne fait pas n'importe quoi, on respecte le règlement du sport en question, et on introduit aussi une notion souvent de compétition. Dès l'instant où vous avez quelqu'un en face de vous, un partenaire, même si c'était que deux, c'était au ping-pong, au tennis, hein, ou ce soit plus le football ou autre, eh bien, dès l'instant où vous avez des gens contre vous, vous avez une notion de compétition. Et ce n'est pas forcément, à partir d'un certain âge, ça qu'on recherche. On ne cherche pas forcément la compétition quand on a un certain âge. Alors, l'activité physique est bien ainsi définie, parce que vous voyez, quand on définit l'activité physique, c'est un peu tout ça. Et il y a des effets bénéfiques. D'abord, ça retarde les effets du vieillissement. Et c'est donc pour ça qu'on en parle beaucoup ce soir. Les effets du vieillissement vont être retardés, atténués, sous l'effet de l'activité physique. Ça prolonge la longévité, ça prolonge la durée de vie. C'est prouvé. On a montré qu'une activité physique bien menée, ça pouvait procurer 7 ans à 12 ans de vie supplémentaire, et de vie supplémentaire en bonne santé, c'est-à-dire en bonne autonomie. C'est intéressant. Donc, sur l'autonomie, sur la longévité, c'est intéressant. Ça améliore la qualité de la vie, parce que si ça augmente aussi la quantité de vie, c'est la longévité, ça va aussi améliorer la qualité de la vie. Les gens, on l'a vu tout à l'heure, avec les 3 personnages que je vous ai présentés, c'est quand même plus agréable de vivre comme Robert Marchand que le monsieur qui est dans le centre. Ensuite, ça maintient le plus longtemps possible l'autonomie. Vous voyez, je parlais de Robert Marchand tout à l'heure. Il va bien mourir un jour, il a 104 ans. Ça ne va pas durer éternellement. Et le jour où il mourra, il va dire, la veille, il a fait du vélo encore. Hein, vous voyez. Donc, il a vécu jusqu'à son dernier souffle en étant très actif. Donc, ça maintient l'autonomie, ça maintient la mobilité le plus longtemps possible. Le but, c'est de maintenir la mobilité le plus longtemps possible et de mourir mobile si on veut. Alors, l'activité physique, on le verra tout à l'heure, agit en prévention des maladies les plus courantes. Je parle là des maladies chroniques qui sont nos maladies de civilisation. Parce que beaucoup de maladies sont quand même liées à la sédentarité, liées au mode de vie actuel. Vous savez que depuis, on va dire, la Deuxième Guerre mondiale, 1945, le mode de vie a considérablement changé, avec une sédentarité qui s'est accrue. Et les premiers à avoir fait les frais de cette sédentarité, ce sont les Américains, qui avait constaté dans les années 50, avec tout ça, les Eisenhower avaient fait des infarctus, tout ça, qu'il y avait une quantité considérable de maladies cardiaques et vasculaires. Et quelqu'un s'est dit, tiens, ça doit venir certainement de la sédentarité, on ne bouge pas assez. Donc ce monsieur avait été à l'origine de l'invention du jogging. Il avait dit, voilà, on va courir tous les dimanches matin, c'est dans Central Park, c'est à New York, mais malheureusement, ce monsieur, il est mort un dimanche matin en faisant son jogging. Donc, pourquoi, je vous dirai tout à l'heure pourquoi, parce qu'il le faisait de façon totalement irrégulière, c'est le dimanche matin, alors qu'il aurait dû le faire de façon plus régulière et moins intense. Donc, si vous voulez, la sédentarité
on dit qu'elle est en passe de devenir la 4e cause de mortalité prématurée dans les pays, dans nos pays, dans tous les pays, même les pays émergents. D'ailleurs, il y a un livre que tout à l'heure j'ai recommandé, qui est écrit par un René François Carré, professeur de cardiologie, qui dit bien, qui a écrit sur la sédentarité, et c'est très intéressant. Alors, la longévité, la durée de vie, il y a des études qui ont prouvé que 30 à 45 minutes de marche rapide, soutenue, ou 20-25 minutes de jogging, c'est-à-dire de marche plus rapide, plus intense, par jour, ça diminue la mortalité prématurée de 33%. Donc la mortalité, on dit que c'est prématuré quand on meurt avant 65 ans quand même. Et si on augmente encore la durée, c'est-à-dire 6 heures par semaine, c'est 1 heure par jour pratiquement, on va réduire la mortalité de 50%. Et on peut se dire que si on augmente encore plus, on va faire les 2 heures par jour. Ah ben non, il y a un moment où ça plafonne, il faut bien, non, ça va plus. Et au contraire, il est prouvé que les gens qui font de la compétition sont parfois atteints de maladies. Bon, indépendamment du dopage, je pense, qui aussi est une des causes de mortalité prématurée chez les grands sportifs. Mais quand même, la compétition a des effets nocifs. L'excès, le mieux, disons, le trop est l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi du bien. Il ne faut pas trop. C'est pour ça que tout à l'heure je dirais qu'il faut rester raisonnable dans nos objectifs d'activité physique. Alors, pourquoi? Alors, on a plusieurs explications. D'abord, sur la longévité, parce que ça réduit, on verra tout à l'heure, les différentes maladies qui impactent nos sociétés. Et en plus, ça agit directement au niveau de la cellule. Vous savez que les cellules contiennent, le noyau de la cellule contient des chromosomes, que ces chromosomes sont le support de l'hérédité, et que les cellules qui se divisent voient leurs chromosomes se diviser en deux, se couper en deux, avec... alors vous voyez qu'au bout des chromosomes, il y a des petits embouts ici comme ça, qui sont comme on appelle les télomères, et qui à chaque division cellulaire s'usent un peu, s'érodent un peu, perdent un peu de leur substance, de façon minime. Et au bout d'un certain temps, quand la cellule s'est trop divisée, quand les chromosomes sont trop divisés, eh bien ces petits bouts-là sont tellement usés que la cellule ne peut plus se diviser, et la cellule meurt, donc le tissu vieillit, si c'est au niveau de la peau vieillit, si c'est au niveau des muscles, les muscles vieillissent, vous voyez, tous les organes vieillissent comme ça. Alors, donc, on a montré que l'activité physique ralentissait cette usure des télomères et donc ralentissait par l'augmentation le vieillissement. Et on peut donc espérer, on disait tout à l'heure, que 7 et 12 ans, on dit 10 ans de vie, et 10 ans de vie en bonne santé. Alors, autre constatation, notre organisme est programmé pour être actif. Nos ancêtres, les ancêtres l'homme de Cro-Magnon, dont on a conservé à peu près le même génome, le même gène, il y a 40 000 ans, ces gens-là étaient très actifs. Ils allaient à la chasse, vous voyez, ils allaient à la chasse au gibier, ils faisaient 17 ou 18 km par jour, disait-on, pour aller chercher du gibier. Le gibier n'était pas toujours là, ils ne revenaient pas faire bredouille, mais même quand ils ne revenaient pas bredouille, ils amenaient ça sur leur dos, ils faisaient les 17 km à l'envers, et ça leur faisait des activités physiques. Alors que nous, maintenant, on va à Super U, au Carrefour, et on remplit le chariot avec la voiture, et on revient, on se met dans la télévision. Vous voyez, ce monsieur, c'est la sédentarité, et en plus, j'ai oublié la part, il peut avoir un peu de Coca-Cola pour voilà, donc, voilà le mode de vie qui va changer, et si le génome évolue de façon très très lente au fil des décennies, au fil des siècles, le mode de vie a changé, lui, en quoi? Allez, en 60 ans, 70 ans, depuis la guerre, on va dire. Nos parents, ou grands-parents selon l'âge de certains, étaient beaucoup plus... beaucoup de vos parents, grands-parents étaient agriculteurs, je suppose, dans la Mayenne, c'était... eh bien, ils chargeaient les bottes de foin, ils marchaient auprès du tracteur, ils tenaient des chevaux, j'allais dire, parce que, effectivement, on avait un mode de vie beaucoup plus actif. Alors, le bénéfice de l'activité physique se fait sentir sur tous les organes, sur tous les systèmes. Pour certains, c'est évident. Pour d'autres organes, ça paraît moins évident. Le cœur et les vaisseaux, ça paraît évident. Bon. Le diabète, oui, on en parlera. Le cancer, les cancers, oui, c'est étonnant, mais oui. L'obésité, bon, ça, on s'en doute un peu. L'ostéoporose à cause de maladies d'articulation et des os. L'immunité, ça, oui, vous verrez, j'en parlerai tout à l'heure ici. Le psychisme et la cognition, c'est les activités cérébrales. Donc, on va passer en revue un petit peu tout cela. Le cœur et les vaisseaux, d'abord. Quand on interroge quelqu'un, quand on examine quelqu'un, quand on veut estimer, quand on veut mesurer le risque que cette personne a de faire
dans les années à venir, dans les 10 ans qui viennent, un accident cardiaque ou vasculaire, un infarctus, un accident vasculaire cérébral, une artérite, etc., eh bien, on prend en compte différents éléments. On prend notamment en compte les antécédents familiaux. Est-ce que votre père a été victime d'un malaise cardiaque avant 55 ans, ou votre mère avant 60 ans? Hein, ça, c'est des éléments à prendre en compte. Quand on vous dit, oui, mon père est mort d'infarctus à 50 ans, on prend ça au sérieux, parce que la génétique joue un rôle quand même. Deuxième facteur de risque cardiovasculaire, l'hypertension. Lorsque les vaisseaux, les artères, ont été soumises pendant des années, même des décennies, à un régime de pression trop élevé, une hypertension qui n'a pas été découverte ou qui n'a pas été traitée suffisamment intensément, eh bien ces vaisseaux, ces artères s'abîment et on a des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus, des artérites différentes, ou insuffisance rénale ou autre. Autre élément également de risque cardiovasculaire, l'hypercholestérolémie. Le cholestérol, l'excès de cholestérol, le mauvais cholestérol, parce que c'est un peu plus nuancé que ça, on parlait tout à l'heure, va provoquer des dépôts au niveau des parois artérielles et contribuer à boucher, obstruer, à fragiliser les vaisseaux des artères. Le diabète également est une maladie qui favorise les complications cardiaques et vasculaires. On sait fort bien que les diabétiques sont plus à risque, multiplié par 2 ou par 3 parfois, le risque d'infarctus, d'AVC, d'artérite, de troubles d'insuffisance rénale par exemple. Et j'allais oublier, non, je n'allais pas l'oublier dans celui-là, parce que celui-là, il est quand même majeur, le tabac. Le tabagisme est un facteur de risque cardiovasculaire énorme. Hein. Quand on fait un infarctus à 45 ans, en général, c'est qu'on est fumeur, souvent. Hein, c'est quand même un facteur de risque très déterminant. Et enfin, la sédentarité, qui maintenant est reconnue comme étant un facteur de risque cardiovasculaire. Et quand on parle de sédentarité, on parle non seulement de l'inactivité physique, c'est-à-dire des gens qui ne font pas de sport ou qui ne bougent pas beaucoup, mais aussi le fait de rester, c'est une notion assez nouvelle ça, de rester trop longtemps assis, immobile. Le fait de rester devant des écrans, par exemple, eh bien, ça favorise beaucoup de maladies, et on recommande aux gens qui sont assis, de se lever toutes les heures un peu, de faire quelques pas de marcher, de bouger un peu, parce que la sédentarité, même si on fait de l'activité physique là, après le travail, c'est pas suffisant, il faut quand même éviter ces séjours prolongés sur une chaise. Alors, pourquoi est-ce que l'activité physique agit sur le cœur et les vaisseaux? Et d'abord par plusieurs mécanismes qui finalement s'ajoutent. Le cœur, la fréquence du cœur ralentit, le rythme cardiaque ralentit. Vous savez fort bien que les coureurs du Tour de France ont un cœur qui bat à 35-40 par minute. Et donc le cœur se ralentit du fait de l'entraînement, du fait de l'adaptation du cœur, et lorsqu'un cœur bat plus lentement, eh bien il suce moins vite, en gros, schématiquement, c'est ça. L'activité physique a pour aussi effet de faire fondre la masse grasse, l'accumulation de graisse qu'il y a au niveau de l'abdomen, et surtout dans les viscères, la graisse viscérale, cette graisse qui donne l'embonpoint. Hein. Eh bien cette graisse, sous l'activité physique, va réduire, et on sait que cette graisse est toxique, car elle sécrète des adipokines, des cytokines, c'est-à-dire des substances pro-inflammatoires, qui vont favoriser les maladies inflammatoires, beaucoup de maladies inflammatoires, et notamment les maladies cardiaques et vasculaires aussi. Ensuite, sous l'effet de l'activité physique, la tension artérielle baisse. Vous avez un patient, un médecin reçoit un patient, par exemple, qui a une tension à 14,5, 9. Faut pas, normalement, les nouvelles normes, maintenant, c'est 14,9. Hein, quel que soit l'âge d'ailleurs. Sur après 80 ans. Ça, eh bien, c'est limite. On ne va pas lui donner un traitement tout de suite, traitement médicamenteux. On va lui dire, écoutez, vous allez perdre 1 ou 2 kilos si vous avez un peu de kilos en trop. Vous allez manger moins salé. Et vous allez faire l'activité physique. Et vous allez revenir dans 3 mois ou dans 6 mois. Et là, sous l'effet de l'activité physique, on passera sous la barre des 14, sans médicaments. Il a été prouvé, c'est par certaines études, que l'activité physique seule était aussi efficace que la monothérapie, c'est-à-dire un traitement, parce que quand on traite l'hypertension, c'est parfois une monothérapie sur un médicament, mais c'est souvent une bithérapie, voire une trithérapie, c'est-à-dire 2 molécules ou 3 molécules associées. Eh bien, on a prouvé par des études que l'activité physique était aussi efficace que la monothérapie.
les HDL, alors je parlais du cholestérol, le cholestérol, globalement, bien sûr, c'est mauvais, mais surtout le LDL qui est mauvais cholestérol, celui qui va donc amener les portions, les fractions lipidiques sur la paroi des artères qui vont se déposer sur la paroi des artères. Alors que le HDL est une fraction lipidique qui va prendre les dépôts et les emmener vers le foie pour épurer les épurer. Donc le HDL, c'est le bon cholestérol, si vous voulez, on appelle ça de façon un peu vulgaire, le bon cholestérol. Eh bien, l'activité physique fait augmenter le bon cholestérol de 6%. C'est intéressant, car c'est un HDL a un effet protecteur sur les artères. D'autre part, sous l'effet de l'activité physique, le sang devient plus fluide. La fluidité du sang augmente. Et on sait que lorsque le sang n'est pas fluide, ce seront des caillots. Et un des mécanismes des accidents cardiaques et vasculaires, c'est la formation de caillots dans une artère qui va boucher, qui va obstruer l'artère, souvent sur des lésions préexistantes, mais qui va obstruer l'artère. Donc cette fluidité du sang augmente sous l'effet de l'activité physique. Alors ce qui est important, tout à l'heure je l'ai dit, pour le cœur, ce n'est pas l'intensité de l'effort, c'est la régularité. Je vous rappelle cette histoire de la moteur du jogging. Il vaut mieux faire, beaucoup mieux faire une demi-heure tous les jours que 2 heures ou 2 heures et demie tous les dimanches matins. Hein, c'est beaucoup mieux. La régularité est plus importante que l'intensité. Il ne s'agit pas de se défoncer d'aller à fond, il vaut mieux faire ça de façon régulière, il faut être plus modeste et de faire ça de façon plus régulière. Alors, deuxième maladie, je voulais parler de diabète. Vous savez qu'il y a une émergence importante du diabète. Hein. Il y a beaucoup de diabète, de plus en plus de diabétiques, en partie à cause du vieillissement de la population, mais aussi en partie par l'augmentation de l'obésité. Et aussi sur le mode de vie, le mode d'alimentation. Hein. Parce que le diabète est une maladie génétique, c'est la rencontre d'un terrain génétique favorisant, prédisposant, et de mode de vie qui est fait de mauvaise alimentation. Hein, il y a beaucoup d'aliments qui sont riches en fructose en particulier, qui sont favorisants, riches en sucre, et aussi la sédentarité. Donc rencontre entre un terrain génétique et un mode de vie. Eh bien, le diabète, on va pouvoir non pas l'empêcher complètement, mais du moins en retarder l'apparition grâce à l'activité physique. Hein, et ça, c'est important. Et même lorsque le diabète, et surtout, j'allais dire, quand le diabète est déclaré, pour les diabétiques, ça fait partie de leur traitement. Hein. Les médicaments, c'est une chose, l'activité physique est une autre, ça fait partie du traitement. Et on a même démontré, l'étude anglaise a montré que l'activité physique était aussi efficace que la metformine, qui est le premier médicament que l'on donne dans l'histoire du diabète. Quand un diabète débute, on commence par la metformine et puis après on augmente. Donc c'est aussi efficace. Pourquoi? Et parce que les muscles qui sont actifs, les muscles qui fonctionnent pour être physiquement actifs, eh bien ils consomment le sucre, bien sûr. Ils consomment les graisses, et lorsque l'on consomme les sucres qui circulent, les sucres qui sont en réserve dans les muscles, et les graisses qui sont en réserve ici, eh bien on va réduire le risque de diabète. En plus, le premier mécanisme, je parle du diabète de type 2, le diabète des gens de la maturité, le premier mécanisme du diabète, c'est la résistance à l'insuline, c'est-à-dire que le pancréas sécrète l'insuline, mais les muscles, à un moment donné, deviennent résistants. L'insuline n'arrive plus à favoriser l'utilisation du sucre par les muscles, et c'est pour ça que la metformine est utilisée. La metformine, c'est un médicament qui agit sur la résistance à l'insuline. Eh bien, l'activité physique fait aussi bien en diminuant justement cette résistance à l'insuline, en augmentant la sensibilité des muscles à l'insuline. Alors sur les cancers, vous avez peut-être un peu étonné parce que c'est pas classique de dire que l'activité physique s'agit sur le cancer. Eh bien, ça a été prouvé. L'activité physique réduit le risque des cancers. On dit les cancers, parce qu'il n'y a pas le cancer, c'est les cancers en général. Eh bien, de tous les cancers, probablement. On a comme des preuves formelles pour le sein, le côlon, je pourrais ajouter la prostate et le poumon aussi. Hein. Et on sait que les gens physiquement actifs ont moins de risque de cancer. On estime à 30% à peu près la diminution de risque de cancer pour les gens qui sont physiquement actifs. 30%, c'est énorme. Et quand on a eu un cancer, le risque de rechute est diminué de 40% également lorsque l'on a une activité physique. À tel point que maintenant, l'activité physique fait partie du traitement. Comme pour le diabète, l'activité physique fait partie du traitement, l'activité fait partie du traitement des cancers dans les centres anticancéreux. Eh bien, on prescrit, on organise, on fait de l'activité physique. J'ai quelques exemples régionaux. Je sais qu'à Nantes, par exemple, ils font du canoë-kayak sur la Loire. Les femmes atteintes de cancer du sein font le canoë-kayak. Quand je vais en Isère, mes collègues me disent que, eh bien, ils font l'ascension du col de je ne sais
sais plus comment, dans l'Isère, hein, avec le centre Léon Bérard de Lyon. Hein. Donc les centres anticancéreux organisent à Angers, le centre Paul Papin également, des éducateurs médico-sportifs. Hein. C'est pareil, dans les centres anticancéreux maintenant, on a des éducateurs médico-sportifs qui organisent les séances pour les cancéreux. Ça a l'avantage, premièrement, de réduire la fatigue, deuxièmement, d'améliorer l'efficacité du traitement, de réduire la toxicité des médicaments chimiothérapiques et d'améliorer la tolérance. Donc, pour le cancer, c'est un remède, c'est prouvé, ça c'est quelque chose d'assez récent, effectivement. Et pourquoi? Mais parce qu'on estime que, parallèlement à l'insuline dont je parlais tout à l'heure, avec l'insuline, il y a des substances, des facteurs de croissance tumorale, j'en citerai un, c'est l'IGF-1 qui est sécrété par le foie, qui est une hormone donc, qui suit un peu dans le sillage, dans la suite de l'insuline, et qui est un facteur de croissance des tumeurs cancéreuses. Donc en réduisant l'impact de ces substances, on va réduire le risque de cancer. Autre mécanisme, j'en parlerai tout à l'heure quand je parlais de l'immunité. Vous savez que l'immunité, c'est ce qui nous permet de lutter contre toute substance étrangère, les microbes, bactéries, virus, et aussi les cellules cancéreuses. Nous fabriquons chaque jour, chaque seconde, je dirais même, des cellules cancéreuses qui, heureusement, sont détruites parce qu'on a des chiens de garde, des systèmes d'immunité très vigilants, qui détectent ces cellules qui sont anormales, qui paraissent étrangères au système immunitaire. Elles ne sont pas reconnues par le système immunitaire. Donc, ils partent à la chasse, ils partent à la guerre contre ces cellules cancéreuses et les détruisent. Il y a des cellules, là, et puis aussi des substances qui sont sécrétées pour les détruire. Eh bien, l'activité physique, on le verra tout à l'heure, stimule l'immunité de l'organisme pour lutter contre les bactéries et les virus, mais aussi contre les cellules cancéreuses. Donc voilà encore un mécanisme de plus pour empêcher le cancer. En plus, si on veut parler du côlon, le cancer du côlon, eh bien, le cancer du côlon, en augmentant la vitesse de transit, en favorisant le transit intestinal, on va réduire le temps de contact des substances potentiellement cancérigènes qu'il y a dans l'alimentation, hélas. En réduisant le temps de contact de ces substances avec la muqueuse du côlon, on va réduire le risque de cancer du côlon. L'obésité, vous savez comme moi que c'est un fléau de notre société moderne. Vous savez que l'obésité, surtout chez les jeunes femmes, augmente de façon considérable. Dans les populations les plus défavorisées, souvent, dans des régions souvent défavorisées d'ailleurs, on pense au Nord-Pas-de-Calais ou à notre région, l'Est, hein, dans notre région Pays de la Loire, on a la chance d'être moins impacté apparemment par l'obésité. Mais c'est une maladie de civilisation dont les causes sont multiples, en partie là encore génétique un peu, mais aussi comportementale, environnementale. On parle des perturbateurs endocriniens, on parle aussi de l'alimentation, bien sûr, et aussi de la sédentarité. Donc c'est une maladie effectivement, qui est difficile à prendre en charge. Et on peut reconnaître que la médecine est un petit peu, actuellement, peine à prendre en charge l'obésité. La prise en charge est pluridisciplinaire, elle est psychologique, elle est diététique, elle est activité physique aussi. C'est une prise en charge difficile hein, pour des résultats. Alors, effectivement, la preuve, c'est que c'est difficile, c'est qu'on voit fleurir des régimes un peu partout, un peu fantaisistes d'ailleurs, souvent, qui donnent des recettes miracles pour perdre des kilos. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui marche vraiment beaucoup. Hein. Donc, là aussi, dans l'obésité, dans la prise en charge, dans la prévention de l'obésité, dès le plus jeune âge, on a remarqué que les enfants de 2 ans, dans une crèche, 2 ans, hein, c'est une étude qui est parue récemment là, eh bien, on pouvait presque prévoir les enfants qui allaient devenir un peu obèses par leur mobilité, leur façon de se comporter. Donc, dans la cour d'école, c'est pareil. Vous voyez? Donc, dès le plus jeune âge, l'activité physique a un impact important sur le futur obèse. Et l'alimentation, bien sûr, aussi. Alors, je voudrais centrer le propos sur le buste. Les muscles, vous voyez, là, c'est costaud, là. Alors, les muscles sont au centre du problème, parce qu'on a un capital musculaire qui se forme pendant l'enfance et l'adolescence, à l'âge adulte. On a un capital musculaire, et ce capital, eh bien, on le perd progressivement au cours de la vie. Et entre 20 ans et 80 ans, on a perdu 50% de ce capital. Oh là là, oh là là. Donc tout est à mettre en œuvre pour ralentir au maximum cette perte de muscle. D'autant plus qu'on peut fabriquer du muscle à tout âge. Pas aussi bien à 70 ans qu'à 20 ans, évidemment. Et on peut en fabriquer.
Le muscle, sachant que c'est un organe, on en a 450 dans le corps, hein. Ce sont des organes très, très, très précieux, parce qu'ils ont un rôle important, un rôle clé. Premièrement, dans la mobilité, ça vous en doutez, c'est vrai, la marche, l'équilibre, bien sûr, mais aussi dans le métabolisme, c'est-à-dire la consommation, l'utilisation des nutriments de ce qu'on mange. Le métabolisme, c'est le métabolisme notamment des sucres et des graisses, c'est-à-dire que les muscles consomment les sucres, on l'a vu tout à l'heure pour le diabète, et les graisses, hein, pour leur fonctionnement. Donc, ils participent largement à l'équilibre métabolique dans le domaine des sucres, c'est-à-dire le diabète et des graisses. Sachons aussi que je vais dire autre chose, j'ai oublié, les muscles métaboliques, oui. Bon, ça peut donner. Autrement, il y a un rôle important dans l'immunité, j'ai dit tout à l'heure dans l'immunité, hein, donc contre les maladies infectieuses et contre les cancers. Donc ces trois fonctions sont importantes et il faut absolument les préserver. Alors, l'immunité, pourquoi l'immunité? Je reviens là-dessus sur l'immunité, c'est une chose assez importante. Quand on est confronté à des bactéries, des virus, des éléments étrangers, on fabrique des anticorps. Et pour fabriquer les anticorps, le corps les prend où, les substances, les matériaux pour fabriquer les anticorps? Il le prend dans les muscles, dans les réserves du muscle, les réserves protéiniques. Le muscle, c'est notre réserve de protéines pour fabriquer les anticorps, à tel point que les personnes âgées, très âgées, grabataires, dans une maison de retraite par exemple, hein, grabataires qui n'ont plus beaucoup de muscles, perdent cette réserve protéique, et leur cas d'infection, la moindre infection qui passe, une grippe, c'est pour ça que la mortalité grippale est importante chez les personnes âgées, une pneumonie, n'importe quelle infection, prend des proportions importantes. Une infection urinaire va se transformer par exemple en pyélonéphrite et en choc septique éventuellement en quelques heures, parce qu'ils n'ont plus la capacité nécessaire de fabriquer des anticorps à partir de leurs muscles défaillants et de lutter contre les maladies. Donc beaucoup de personnes âgées dans les maisons de retraite, hélas, meurent par déficience d'immunité. Alors, en revanche, là encore, le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que quand on est actif physiquement, on a moins d'infections. À tel point que les gens qui, on vous dira, bah, vous sortez le matin, comme ça, en plein hiver, à courir, vous êtes fous, c'est attraper du mal, comme on dit Mayenne, hein, attraper quelque chose. Eh bien non, les gens qui sont physiquement actifs ont moins souvent d'infections que les autres. Par contre, les gens qui font de la compétition, et c'est prouvé, sont plus fragiles. Ah oui, parce qu'il y a des mécanismes qu'on peut... Oh, il y a plusieurs mécanismes dans l'œuvre. Hein. On pense que c'est l'épuisement des réserves en vitamine C qui vont faire que, eh bien, il y a moins de défense antioxydants après la compétition. On pense aussi que ça augmente la perméabilité intestinale et que les éléments du microbiote, c'est-à-dire les germes intestinaux, vont pénétrer dans la circulation et provoquer une inflammation. On a aussi l'hypothèse que le fait d'être très très actif, ça fait respirer, ça fait une irritation de la respiratoire et ça provoque des infections respiratoires. Bon, il y a plusieurs hypothèses à cet égard. Donc, là encore, les trop et l'ennemi du bien, le mieux l'ennemi du bien, il ne faut pas trop essayer. La compétition, ça démolit un petit peu aussi, attention, faire attention. Hein. Et donc, pour l'éviter, je rappelle, la chance contre les cancers. Alors, autre maladie qui est une maladie de civilisation, l'ostéoporose. Ça touche surtout les femmes. Là encore, comme le capital musculaire, on se forme un capital osseux à l'âge de 20 ans. Et ce capital osseux, qui est le maximum 20 ans, eh bien, on va le perdre également progressivement au fil de la vie. Surtout chez les femmes, après la ménopause, la perte osseuse va s'accélérer. On passe de 1% par an à 3 à 5% par an de perte dans les premières années qui suivent la ménopause. Donc cette perte osseuse progressive, surtout accélérée après la ménopause, va aboutir parfois à l'ostéoporose. Il y a des os, vous voyez, qui sont ici un peu poreux, hein, l'os poreux, ça veut dire ostéoporose, qui sont donc fragiles et qui vont se provoquer une fracture du col du fémur ou d'autre chose à la moindre chute. Alors, dans l'ostéoporose, il y a la constitution du capital osseux qui est importante. On va faire son capital osseux quand on est enfant, quand on est adolescent, d'où l'intérêt pour les adolescents et les enfants de faire l'activité physique pour renforcer leurs os, d'avoir une alimentation riche en calcium, pour fabriquer l'os, et en protéines, parce que les protéines, ça constitue la trame, disons, de l'os, et la vitamine D. La vitamine D, il faut, quand on a après 65 ans, il est nécessaire d'en prendre une ampoule tous les 3 mois, surtout en période hivernale, parce qu'on est toujours plus ou moins en déficit de vitamine D pour éviter l'ostéoporose ou la ralentir. Et là encore, l'activité physique contribue beaucoup à l'ostéoporose. Les activités physiques en charge, parce que quand on est en apesanteur, comme c'est le cas en ce moment de, comment il s'appelle, Thomas Pesquet, c'est ça? Eh bien, quand on vient de 6 mois d'espace comme ça en apesanteur, on perd
on perd des os. Il va devenir ostéoporotique en 6 mois. L'important, c'est l'activité physique en charge, c'est pour lutter contre la pesanteur terrestre. Bon, la natation est un excellent sport. Excellent, pour beaucoup de choses. Mais c'est un sport, une activité physique qui est portée, c'est-à-dire qui n'est pas en apesanteur, qui n'est pas en pesanteur, qui est un peu en apesanteur, si je puis dire. Donc, ce n'est pas suffisant pour stimuler les autres, parce que c'est la pesanteur qui va stimuler les attaches osseuses des muscles et qui va renforcer les os. Donc, activité physique en charge à cause des contraintes mécaniques qu'on impose aux os lors de cette activité. Une chose qui est pas mal, c'est sauter la corde, si vous voulez. Ça permet de faire un petit peu travailler les os. Attention, pas trop aussi. L'arthrose, autre maladie. Oh, l'arthrose, tout le monde en a. Après un certain âge, 70% des gens, 80% des gens ont l'arthrose. Même quand ce n'est pas symptomatique, hein, on peut avoir l'arthrose sans avoir de douleur. On peut faire des radios à tout le monde, on trouvera l'arthrose à tout le monde. Hein. Et il n'y a pas de parallélisme, disons, entre la sphère radiologique et l'expression clinique. Donc l'arthrose est une maladie de l'articulation qui touche non seulement le cartilage, on a dit longtemps que c'est une usure du cartilage. C'est vrai et c'est pas tout à fait vrai. Parce que ça touche aussi l'os sous-chondral, sur l'os qui est sous le cartilage, l'os qui est ici, hein, qui se densifie. Ça touche aussi la capsule articulaire, la synoviale, aussi ça touche un petit peu toute l'articulation. Hein. Et ce n'est pas seulement mécanique, c'est un peu aussi inflammatoire. Donc, on a montré que l'activité physique était bénéfique pour l'arthrose. Parce qu'on avait tendance à croire que quand on est arthrosique, il ne faut pas bouger trop parce qu'on va encore user davantage des articulations. C'est déjà suffisamment usé comme ça, il ne faut pas en faire plus de... Hein. C'est faux. Bien sûr, en cas de poussée inflammatoire, si vous avez un relevant à un genou qui est gros comme ça, bien rouge, bien chaud, on va dire il faut y aller quand même. Hein. Il faut le repos. 15 jours, 3 semaines de repos avec la glace, les anti-inflammatoires, tout ce qu'on veut. Voilà. Par contre, à l'état normal, l'activité physique est bénéfique. Pourquoi? Parce que ça va renforcer les muscles. Ce sont les muscles qui soulagent un peu l'articulation. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous avez une arthrose de genou débutante, vous voyez votre médecin qui vous dit voilà, ça commence un petit peu. On ne va pas parler de prothèse de genou tout de suite, hein, attendez, dans quelques années. On va peut-être pas faire d'infiltration non plus, ni de faire on appelle de viscosoulémentation, c'est-à-dire mettre un tube visqueux dans le genou. Pour l'instant, on va faire un peu de kiné. Et le kiné va faire quoi? Il va vous renforcer le quadriceps, sur les muscles qui sont ici, pour justement, parce que ce quadriceps a un effet d'amortissement lors de la marche et d'épargne sur l'articulation. Autrement dit, l'effet amortisseur du quadriceps va amortir le choc de la marche et épargner l'articulation. Alors, renforcer les muscles, assouplir les tendons autour, parce qu'effectivement, dans l'arthrose, il y a la douleur, souvent la raideur, hein, au niveau du cou, au niveau des articulations. Donc, on va assouplir les tendons, on va assouplir l'articulation. Et en plus, on pense qu'il y a une action de pompage, c'est que le cartilage, au lieu d'être lésé par l'activité, va au contraire bénéficier d'une action de pompage, c'est que ça va pomper un peu l'eau de la circulation, du liquide interstitiel, pour aller un petit peu améliorer la qualité du cartilage. Hein. Donc, sauf bien sûr en cas de poussée inflammatoire, comme je disais tout à l'heure. Les bénéfices psychiques, c'est bon pour le corps, c'est bon pour la tête. Le psychisme, le moral, l'état dépressif, vous voyez cette femme dépressive là, eh bien, l'activité physique renforce la sensation de bien-être. Quand on a couru, quand on a marché vite, quand on s'est un peu dépensé, on se sent bien. On a l'impression de se sentir décontracté, plus en forme. Il y a une meilleure résistance au stress. C'est pour ça que l'on dit aux gens qui sont stressés au travail ou autre, d'aller, prenez un peu de large, allez marcher, allez vous dépenser, marchez en forêt, courez un petit peu là, ça vous défoulez, vous allez vous défouler. Donc, résistance au stress. Hein. Et ça, c'est important. Estime de soi, parce que quand on l'a fait, quand on a réalisé quelque chose, une activité physique, on se sent un peu valorisé. On se dit on est encore capable, surtout quand on est un peu âgé, on se dit tiens, je fais encore pas mal, je réussis encore à faire tout ceci, tout cela. Donc ça renforce, ça valorise l'estime de soi. Et l'estime de soi est un élément important du bien vieillir. Dès l'instant où on considère qu'on n'est plus bon à rien, qu'on ne sait plus faire ce qu'on faisait avant, on vieillit mal. Donc l'estime de soi, on a des explications pour ça.
On sait que c'est la sécrétion de cortisone, la sécrétion aussi d'endorphine. Mais on a, sous l'effet d'activité physique et aussi sous l'effet du soleil, hein, on a des sécrétions internes, si je puis dire, de l'organisme, de substances identiques à la morphine, des endorphines. Ces endorphines, c'est aussi ça, du soleil, quand on se met au soleil l'été, c'est ça aussi qui donne une sensation de plaisir. L'endorphine c'est la morphine, quoi, ça donne une sensation de bien-être, et aussi ça a un effet antalgique. Si vous levez le matin avec une petite douleur quelque part, ou pas grand-chose, une petite douleur, vous marchez, vous courez un peu, la douleur disparaît. Parce qu'effectivement, il y a une sécrétion d'endorphine qui va un petit peu calmer la douleur. Et puis aussi les cannabinoïdes, les endocannabinoïdes, c'est-à-dire c'est des substances comme le cannabis qui sont sécrétées sous l'influence de l'activité physique, à tel point que ça explique qu'il y ait des gens qui sont addicts, qui sont dépendants de l'activité physique. Il y a des gens qui deviennent addicts, deviennent dépendants. Et on a parfois souvent ce phénomène-là chez les gens, chez les jeunes femmes, les jeunes femmes qui sont anorexiques. Je dis les femmes, c'est sur l'anorexie mentale, touche plus les femmes que les hommes. Anorexie psychogène, on dit. Eh bien, ces femmes ont un trouble du comportement alimentaire qui les pousse à moins manger, à se restreindre, à se faire vomir, à prendre des laxatifs pour perdre, et parallèlement à se dépenser comme des fous, comme des folles, je veux dire, pour perdre du poids, absolument, c'est compulsif, c'est une maladie, bien sûr, et donc elles trouvent aussi un bénéfice parce que ça leur donne une sensation de bien-être. Il y a un effet aussi antidépresseur, et là encore une étude anglaise a montré que l'activité physique était aussi efficace que les IRS et les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, qui sont les antidépresseurs les plus couramment utilisés. La sérotonine est l'hormone du bien-être et du moral. Et donc, sous l'effet de l'activité, on sécrète de la sérotonine. En plus, ça améliore le sommeil, à condition de ne pas le faire trop près du coucher. Il faut essayer de laisser un espace de 3 à 4 heures entre la dernière activité physique et le coucher. Parce que, pour une raison très simple, lorsque l'on s'endort, ce qui favorise le sommeil, c'est la baisse, un des éléments qui favorise le sommeil, c'est la baisse de température corporelle. Donc, votre température du corps baisse un peu avant le coucher, ce qui favorise l'endormissement. Si vous faites monter la température du corps en courant, en marchant, en faisant l'énergie, ou dépensant comme des fous, vous allez retarder l'endormissement ou gêner l'endormissement. Donc, si possible, l'activité physique à 3-4 heures du coucher. En plus, quand on fait l'activité physique, on le fait, pas toujours, mais souvent, dans un club, en groupe, avec des amis. Je salue au passage mes amis de la retraite sportive qui sont ici. Donc, il y a des interactions sociales, la convivialité, qui fait que, eh bien, ça a un effet psychologique important, un bénéfice psychique important, parce que rien n'est pire que la solitude, quand on vieillit surtout. Le fait de retrouver des amis, de faire une activité en groupe, ça stimule l'humeur et ça permet de mieux vieillir. On sait que les gens qui sont bien entourés comme ça, ils vivent plus vieux que les autres. La convivialité, voilà, je ne sais pas si c'est un trait sportif, non je ne pense pas, mais enfin c'est un peu ce qu'on fait aussi dans les clubs de retraite sportive. Alors, maintenant, toujours restons dans la tête, on a vu le corps, on va rester dans la tête, maintenant pour le versant cognitif, on va dire, c'est-à-dire le fonctionnement cérébral. Alors, les bénéfices cognitifs, vous voyez le monsieur dont le cerveau pousse sur le bras, là, c'est un dessinateur de mon époque, un cerf. Alors, vous savez qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de médicaments préventifs, ni même curatifs, de la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est un problème. Jusqu'au jour où on trouvera un vaccin ou une autre thérapeutique, c'est peut-être dans 10 ans environ. Il n'y a rien. Alors, ce qui permet de retarder, je dis retarder, je ne dis pas forcément empêcher, on va dire Alzheimer, c'est l'hygiène de vie en général. Et dans l'hygiène de vie, il y a l'alimentation, bien sûr, il y a le tabac, l'alcool, etc. Il y a le comportement de l'individu, à risque ou pas, il y a le stress, il y a les antécédents de traumatisme crânien, et il y a aussi l'activité physique. C'est un élément de prévention d'Alzheimer. À condition, enfin, c'est encore plus efficace, c'est de varier et diversifier, parce que cette variété, cette diversification, va permettre d'éviter la routine, je dirais, va faire travailler plus le cerveau, et par conséquent, retarder les effets de la maladie d'Alzheimer. Ça agit sur les facteurs de risque cardiovasculaire, ça agit sur l'activité physique, on a vu, sur la tension, sur le cholestérol, sur les artères, sur la fluidité du sang. Et on sait que les facteurs de risque cardiaque et vasculaire sont aussi des facteurs de risque d'Alzheimer.
Donc on va augmenter la circulation cérébrale aussi. Le lien social, on l'a vu tout à l'heure, est un élément qui retarde l'Alzheimer aussi. On sait que les gens qui vivent seuls, qui n'ont aucun contact social, ont plus facilement l'Alzheimer que les autres. Donc le lien social, le stress également, le stress, on sait, on l'a vu tout à l'heure, c'est un élément aussi d'Alzheimer. Et c'est un grand mot, la neurotrophicité. Alors, jusqu'en 98, on vous disait, on a appris, moi j'ai appris aussi, hein, qu'on avait des neurones, on avait un capital de neurones à la naissance, et puis qu'après, il fallait se débrouiller avec ça. On en perdait 100 000 par jour. On disait, oh là là, 100 000 par jour, on faisait le calcul, on disait, oh là, il me reste combien? Voilà, et comment? Ça, c'est une chose qui est fausse, parce que, d'une part, c'est faux, c'est-à-dire qu'on sait maintenant qu'il y a des cellules souches neuronales qui peuvent donner naissance à de nouveaux neurones. C'est le cas dans deux zones du cerveau, le bulbe olfactif, l'olfaction, et l'hippocampe, qui est un organe extrêmement impliqué dans les processus de mémoire, entre autres. Eh bien, ces nouveaux neurones sont importants, et surtout, ça va stimuler la formation de nouvelles connexions. C'est-à-dire qu'un neurone peut avoir 10 000 connexions avec les voisins. Donc c'est considérable. Et sous l'influence de plusieurs hormones, hein, bon, je ne donne pas les noms, mais c'est des BDNF, NGF et EGF, ce sont des hormones qui vont stimuler la formation de ces nouveaux neurones et de ces nouvelles connexions. Hein, donc c'est important, l'activité physique va permettre de régénérer le système nerveux. Hein, d'ailleurs, comme vous avez remarqué, si vous marchez, si vous courez, vous allez parfois résoudre des problèmes que vous n'avez pas résolus les jours précédents. Et on dit, tiens, c'est un peu comme dans ce réveil de la nuit, des fois on a des lueurs comme ça. Et bien là c'est pareil, en marchant, on retrouve une certaine lucidité, on se dit tiens, on va pas penser à ça, je vais peut-être... voilà. Et vous allez me dire, après, une fois que la maladie d'Alzheimer est installée, lorsque la maladie est là, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Il est trop tard. Non, non, il n'est jamais trop tard. C'est une règle, il n'est jamais trop tard. Parce que l'activité physique va ralentir le déclin, va ralentir l'évolution de la maladie, améliorer la marche. Et on sait que une des complications de l'Alzheimer, c'est les troubles de la marche, des chutes en particulier, qui n'ont plus suffisamment de ressources attentionnelles, en particulier les ressources intellectuelles, les ressources cognitives, pour coordonner leur marche, et ils chutent. Et donc, là, on va, par l'activité, on va améliorer leur marche, leur capacité à la marche, améliorer leur équilibre, et on va aussi réduire les troubles du comportement, l'agressivité, l'agitation, les troubles du sommeil. Voilà les intérêts, même en maison de retraite, même en EHPAD. Donc, à l'EHPAD, donc à la Duchesne d'Or, on a aussi donc, cette ambition de vouloir faire l'activité physique chez les personnes qui ont des troubles cognitifs, qui ont des maladies démentielles ou apparentées. Alors donc l'activité physique dope le cerveau par le biais de la circulation sanguine, de l'oxygénation, de la création de nouveaux neurones, on l'a dit, et d'un effet aussi antioxydant et anti-inflammatoire de l'activité physique, qui va également retarder l'apparition des plaques, et surtout l'expression de la maladie, parce qu'on sait que les plaques amyloïdes de la maladie d'Alzheimer sont souvent présentes, mais il faut souvent une petite étincelle, une petite allumette, si je puis dire, pour que la maladie s'exprime. Et c'est souvent un phénomène inflammatoire qui va favoriser l'expression de la maladie, et l'activité physique a un effet anti-inflammatoire. Élément important, quand on avance son âge, en un chiffre, vous savez qu'une personne sur 2 de plus de 80 ans et une sur 3 de plus de 65 ans chute. Et les chutes, ça peut avoir des conséquences graves. La chute est un signe de fragilité. Quand on chute, on a beau trouver un prétexte, oh ben non, c'est rien, c'est parce que j'ai buté dans le machin, dans le tapis. Oui, certes, c'est vrai, mais c'est parce qu'on n'a peut-être pas fait attention, parce qu'on n'a peut-être plus les mécanismes de parachute, on va dire, de rattrapage. Il y a quelque chose dans la chaîne qui est défaillant. C'est pas anodin, une chute. Ça veut dire quelque chose. Hein. Sauf si vous la poussez, bien sûr, mais autrement, il y a quand même une cause, c'est jamais anodin. Les conséquences sont souvent fâcheuses. On peut se casser, hein, on va faire une fracture. Les conséquences sont physiques, traumatiques. Elles sont parfois aussi, surtout psychologiques. Quand on a chuté, on se dit, oh là là, on va recommencer, on va chuter, j'ai peur, je ne sors plus de chez moi. Je ne bouge plus. Et les conséquences sont sociales et psychologiques et sociales, c'est-à-dire que le social dans ce sens que les gens vont réduire leurs activités, ils ne vont plus participer aux activités, vont perdre leur autonomie, ils vont se mettre en retrait social, ils n'iront plus aux réunions, ils n'iront plus, oh ben non, si je me casse, non, non, je ne vais pas y aller parce que j'ai peur de tomber. Hein, donc ça, c'est absolument à éviter. Et donc, pour prévenir les chutes, eh bien, il faut rester actif. Et on le verra tout à l'heure, il faut travailler la force, l'endurance, surtout l'équilibre. On en parlera tout à l'heure. Ce qu'il faut éviter, c'est ça. Cette femme, donc, alors,
Le plus embêtant quand on chute, c'est encore, enfin, ce qui est un facteur aggravant, c'est quand on chute, on ne peut pas se relever seul. L'incapacité à se relever seul est un facteur de gravité, et surtout si on reste au sol plus d'une heure, quand on reste plus d'une heure au sol, on estime 40% de chance pour que les gens entrent en maison de retraite dans l'année qui suit. Voilà un petit peu. Alors, on commence quand? C'est quand qu'on commence? Vous allez me dire, c'est trop tard à mon âge, bon, j'étais à ça, hein. Bon, j'ai jamais fait de sport, à mon âge, je vais commencer. Et le monsieur là, donc, ils ont pris un ballon, et il dit, bon, ils ne sont pas l'accoutrement, c'est vrai de monsieur de tout à l'heure, mais ils vont quand même s'y mettre. Hein. Eh bien, on va dire, moi je dirais, ah ouais, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. On peut commencer à tout âge. On peut espérer, même si on commence après 65 ans, on peut espérer encore gagner en longévité. On peut dire voilà, je n'ai pas fait de sport, maintenant je fais la retraite, j'y vais, je vais gagner des années de vie et des années en bonne santé, c'est ça qui est important. Hein, des années de vie sans incapacité. Voilà. Puis après, on va dire, à 75 ans, je vais encore continuer, je vais encore gagner des années. À 90 ans, je vais encore gagner des années. Vous allez Robert Marchand, il va encore... Non, lui, il n'a pas gagné beaucoup d'années, à 104 ans, il ne faut pas rêver quand même. Mais par contre, il va gagner surtout en longévité, pas en longévité, mais en prolongation de l'autonomie, hein, en mobilité. Il va rester actif, mobile, jusqu'à la fin de ses jours. Ça, le but, c'est, ce que chacun espère, c'est ça, c'est de mourir, disons, du jour au lendemain, c'est-à-dire d'avoir ce qu'on appelle la rectangularisation de la courbe de survie, c'est-à-dire qu'on reste, au lieu de décliner progressivement, on va rester bien comme ça, puis pas du jour au lendemain, voilà, on meurt en bonne santé. Voilà, c'est ça. C'est le matin, je savais pas. Une dame comme ça, on met tous les bords dans son livre. C'est bizarre, hier on l'a vu, il faisait du vélo encore dans le cours. Ben oui, c'est vrai. Très bien. C'est bien. Alors, comment faire? Quelles sont les modalités pratiques? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment faire ça pour mettre en œuvre? Je vous l'ai dit tout à l'heure, un élément essentiel, c'est la régularité. C'est pas de dire je fais ça une fois par mois, une fois par semaine. Non, non. C'est presque tous les jours. Allez, on va dire 5 jours par semaine. Les recommandations de l'OMS, on le verra tout à l'heure en détail, c'est 5 jours par semaine, 30 minutes par jour, 150 minutes par semaine. En intensité, il faut quand même que ce soit un petit peu intense quand même, il ne s'agit pas de lécher les vitrines. Hein. Il ne faut pas de regarder comme ça, non. Il faut marcher, hein, faire promener le chien, c'est pas forcément suffisant, parce que le chien s'arrête souvent. Il faut que ce soit comme à la limite de l'essoufflement, alors on dit qu'il faut que si on était en retard à un rendez-vous, il faut marcher. Bon. Et aussi, la limite de la transpiration. Ça veut dire comme que c'est un effort assez intense. Alors le choix, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas quoi faire, moi qu'est-ce que je vais faire comme sport? Disons comme activité physique, pas comme sport. Il faut tenir compte du goût des gens, parce qu'il faut que ça reste un plaisir. Si c'est une corvée, c'est pas la peine. Hein. Il faut tenir compte des aptitudes de chacun. Si vous avez une prothèse de genou, on va pas pouvoir faire monter sur un cheval, je sais pas, ou une prothèse de hanche, bon, peut-être qu'il y a tourner capable de faire, quoi, hein. Et tenir compte de l'accessibilité. Je pense à la campagne, il n'y a pas forcément une piscine, pour beaucoup de gens qui veulent faire la natation. On va faire une piscine, si il y a une piscine à 35 km, on va dire, c'est la piscine tous les 2 jours. Non. Il faut tenir compte de tous ces éléments. Et malgré ça, avec tout ça, on va trouver quelque chose auprès de chez soi. On a toujours un club, des clubs qui vont faire de l'activité, qui vont proposer des activités. Alors, en règle générale, il faut commencer doucement. Il ne faut pas dire, ben, si je n'ai jamais fait de sport, je vais aller à fond le premier jour. Non, il faut aller doucement. Hein. Il faut aller progressivement, parce qu'on peut s'améliorer. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire du muscle à tout âge. On peut augmenter ses capacités à tout âge. Hein. Dans des limites raisonnables, bien sûr. Il faut s'échauffer un peu avant. Hein. Surtout l'hiver, parce que quand il fait un peu froid, vous avez les artères qui alimentent les muscles qui sont un peu rétrécis. Il y a moins de débit sanguin au niveau des muscles. De ce fait, si vous démarrez trop vite, vous risquez plus de plaquage, d'accident musculaire que si vous avez un petit peu d'échauffement au départ. Il faut penser un peu à s'étirer, à respirer si vous voulez aussi, parce qu'il faut bien amener l'oxygène pour les muscles, hein. Respirer. Il faut s'étirer après aussi, des étirements passifs, pour éviter aussi, pareil, les accidents musculaires et les plaquages. Ne pas oublier de boire. Ah oui, ça, la boisson, hein, c'est ça. Voilà. Il faut boire environ à 0,8 à 1 litre par heure. En gros, quand on fait une activité assez intense, quand on marche en randonnée, c'est ce que je dis à vos amis de la retraite sportive, boire toutes les 20 minutes, boire 1 ou 2 verres toutes les 20 minutes, des verres faisant 150 ml près. Bon, on arrive après à boire 800 cm3, 700, 800 cm3 par heure. Plus évidemment s'il fait chaud.
compte tenu des conditions météorologiques extérieures, si il est plus chaud, évidemment, on boit plus. Hein. Parce que vous savez qu'avec l'âge, je dis souvent, avec l'âge, on a la sensation de soif qui diminue. Donc, il faut, à tout âge, on peut commencer vers l'activité physique. Bien sûr, si on commence trop tard, il vaut mieux faire un examen médical avant pour être sûr qu'on est bien apte. On a des matériels, vous voyez maintenant, là, des cardiofréquencemètres, hein, c'est sophistiqué. On a aussi des podomètres, hein, ça ne coûte pas cher, c'est rien. Et l'objectif, vous avez dû en parler, c'est de faire 10 000 pas par jour. Hein. Et même au travail, tout à l'heure, la résidence, il y avait un aide-soignant qui est un marathonien. C'est quelqu'un qui fait des marathons, il a fait le marathon de Paris il y a 15 jours. Et je parlais de ça devant lui, il me dit, ah, bah, moi j'ai mon podomètre sur moi quand je travaille. Et il était 15 heures, il avait fait 8200 pas la journée. Donc c'est vrai que les couverts sont longs. Donc 8200 pas. Vous voyez, comme quoi, même en activité professionnelle, on peut faire de l'activité physique. Vous voyez. Alors, il y a 4 axes d'activité qu'il faut absolument travailler. La force, l'endurance, la souplesse et l'équilibre. La force, c'est quoi? C'est ça. C'est l'exercice contre résistance. On va faire travailler les muscles. Voilà. Ou ça. Vous voyez, version plus âgée. L'endurance, c'est la durée, c'est-à-dire qu'on va faire une randonnée rapide ou une petite course, hein, quelque chose qui va durer. Dans l'endurance, il y a la notion de durée. Troisième élément, la souplesse. C'est important. D'ailleurs, je vous en dirai quelques mots tout à l'heure à propos de la souplesse. L'équilibre. Hein, important, l'équilibre, hein, pour éviter les chutes. À tel point que les recommandations de l'INSERM, l'Institut national de la science et de la recherche médicale, qui sont à peu près conformes à celles de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ça c'est la version française donc, qui préconisent qu'entre 18 et 65 ans, on dit les adultes, et même les pré-seniors, 55 ans c'est déjà des seniors, il faut faire donc l'endurance 5 jours par semaine d'intensité modérée, 30 minutes par jour, ça veut dire 150 minutes, on y revient, hein, ou alors 20 minutes si c'est moins du jogging, 3 fois par semaine. La résistance, c'est-à-dire la force, là, hein, 2 jours non consécutifs, faire des haltères, mais pour le lundi et le jeudi, par exemple, on va dire. Hein. Et l'intensité, c'est on fait travailler des groupes de muscles, les abdominaux, les muscles des bras, les muscles des jambes, les muscles des cuisses, pendant 10 ou 12 fois répétitifs, comme ça, de façon à faire travailler Après 65 ans, c'est presque la même chose. Sauf qu'on met des nuances. Je disais tout à l'heure que le vieillissement était très hétérogène, très inégalitaire. Il faut tenir compte de l'état de santé, de l'état fonctionnel de la personne, et de ce fait, moduler l'intensité, réguler l'intensité en fonction de ses capacités. On ne va pas faire la même chose. Dans une classe de seconde, par exemple, hein, vous avez des élèves de 16 ans, ils sont à peu près tous capables de faire la même chose. Et quand on a 75 ans, vous avez des messieurs qui va marcher difficilement et les gens qui sont encore alertes. Donc il y a une très grande hétérogénéité, il faut donc adapter l'intensité aux gens. D'où on parle toujours d'APA, activité physique adaptée. La diversité est à privilégier. Pour des raisons que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en même temps diversifié, vous faites travailler le cerveau plus. Ensuite, on met l'accent sur 2 éléments, la souplesse et l'équilibre. Parce que, à cet âge-là, après 65 ans, on va tout faire pour éviter les chutes. Donc en privilégiant la souplesse notamment, vous avez des articulations des chevilles, par exemple. Hein. Beaucoup de gens, à un certain âge, marchent avec une raideur et ça fait chuter. En maison de retraite, on a des chutes souvent parce que les gens ont une raideur de la cheville. Donc le kiné doit travailler l'assouplissement de la cheville pour limiter le risque de chute. Eh bien, la souplesse et l'équilibre surtout. Parce que l'équilibre est un élément qui vieillit mal. On a un vieillissement, si on n'exerce pas, si on ne travaille pas l'équilibre, on perd facilement l'équilibre. Là, c'est important pour les chutes. Donc voilà les recommandations officielles de l'OMS. La souplesse, il faudra en faire 2 jours par semaine, non consécutifs, par exemple, mettons le mardi et le vendredi, 10 minutes par séance, on va assouplir le cou, les épaules, les chevilles et les hanches. Hein. L'équilibre statique, c'est ça, hein, rester immobile comme ça. L'équilibre dynamique, c'est par exemple ça, et puis faire des slaloms, des choses comme ça. Hein. Voilà les 2 conditions. 3 jours par semaine également, dans le cadre de la prévention des chutes. Hein. Bon, là aussi, bon, ça peut être fait aussi, c'est bien ça, hein, parce que ça vous fait travailler l'équilibre. Hein. Et puis, ça fait aussi travailler les autres, parce que quand vous sautez comme ça, hein, ça renforce les autres.
Désolé de vous interrompre, Claude. Juste un petit rappel, parce que dans 10 minutes, on va passer au temps de questions. Voilà. Si vous avez d'ores et déjà des éléments que vous souhaiteriez que le docteur aborde, si vous avez des questions à faire remonter, on va faire passer dans le public des corbeilles, des petits paniers pour récolter vos papiers. Voilà, comme ça, dans 10 minutes, on passera au temps de questions et ce sera plus accessible pour tout le monde. Très bien synchronisé. Donc cette trampoline là, c'est pas mal. Puis c'est sécurisé, vous voyez, il y a un truc autour là, c'est tombé, parce que si on se casse, ouais, ça peut être sécurisé. Alors en pratique, les grands principes c'est quoi? C'est de personnaliser, quand on est un peu plus âgé, de personnaliser l'activité physique, d'adapter selon les possibilités de chacun et son vécu, ses antécédents, les maladies d'autres qu'il a, le diabète, le maladie cardiaque, l'arthrose, la prothèse, les traitements anticoagulants, bon voilà, disons des choses qu'il faut prendre en compte, qui seront prises en compte dans le certificat médical initial, de non-contre-indication par les médecins. Il y a, alors ça vous trouvez ça sur internet facilement, les 10 règles d'or du cardiologue du sport. Ce sont des règles qui sont émises pour les gens qui font un peu de sport un peu intense. Hein. Des règles, j'en ai retenu quelques-unes, des règles qui concernent surtout les signes d'alerte, l'essoufflement anormal. Quand vous avez pour un effort identique un essoufflement que vous n'avez pas habituellement, eh bien, ça veut dire deux choses. Est-ce que c'est le cœur qui s'est déréglé? Est-ce qu'il y a une anomalie? Est-ce qu'il y a une embolie pulmonaire? Est-ce qu'il y a une fibrillation? Il y a quelque chose. La douleur thoracique, bien sûr, vous savez tous qu'une douleur thoracique, c'est pas forcément des rhumatismes, hein, malheureusement, c'est une douleur quand ça vous serre après un effort, c'est que ça peut être un infarctus anginique. Les palpitations aussi, c'est-à-dire que là, le cœur peut encore effectivement être patient en arythmie, fibrillation. Et les malaises, bien entendu, quelqu'un fait un malaise. Donc si vous êtes dans un club ou dans une activité de groupe et que quelqu'un présente ces signes-là, eh il faut consulter tout de suite. Hein. Donc c'est ces règles-là. Il y a d'autres règles que j'aime bien, c'est par exemple, ça parle de l'échauffement également, de boire aussi, d'éviter de température extrême, hein, de ne pas fumer 1 heure avant ni 2 heures après un effort. Parce que là, les infarctus qui sont provoqués par la cigarette après un effort, c'est dramatique. C'est vraiment une cause de mortalité importante. Autrement, si j'ai de la fièvre, si on a de la fièvre, un état grippe, une grippe, on va dire qu'un virus, une maladie virale, d'éviter l'activité physique dans les 8 jours qui suivent, parce qu'on a estimé que dans beaucoup de cas, dans les maladies virales, il y avait une atteinte myocardique, il y avait des myocardites virales qui pouvaient justement provoquer des troubles du rythme lorsque l'on reprenait tout l'activité physique. Donc j'aime bien ces 10 règles d'or, elles sont sur Internet, vous verrez, c'est le club des cardiologues du sport qui l'a édité. Donc d'autres précautions, éviter les chutes, c'est sûr, parce que quand on fait de l'activité physique, il faut que ça soit sécurisé, parce que si on va faire quelque chose pour se casser, pour tomber, c'est pas la peine. Donc éviter les chutes, bien sûr. Éviter l'activité aux températures extrêmes, -5 ou +30, -5, parce que tout à l'heure je l'ai dit, pourquoi? Quand on respire de l'air trop frais, ça va irriter la voie respiratoire, provoquer des spasmes de mouvement, et surtout, les artères qui vont au muscle sont rétrécies, spasmées, et vont favoriser les accidents de muscle claquage. Attention à la pollution, parce que quand on est actif physiquement, eh bien, on respire plus, on hyperventile, donc on absorbe plus de polluants extérieurs. Quand on est allergique, par exemple, on absorbe les polluants, les allergènes, ou les polluants, comme les gaz, les particules fines. Méfiez-vous du soleil, parce que le soleil, là, vous voyez, c'est des cancers de la peau 5 fois par jour. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que les gens qui étaient physiquement actifs avaient moins de risque de cancer que les autres, 30% de moins. Mais il est un cancer qui est plus fréquent chez les gens actifs que chez les autres, c'est le cancer de la peau. Parce que les gens qui sont physiquement actifs sont plus souvent dehors que les autres, plus souvent exposés au soleil, et donc sont plus suivis. Attention donc chez les gens, les sportifs ou les gens physiquement actifs, au cancer de la peau. Hein. Protéger aussi les yeux. Vous voyez, je vous dis lunettes de soleil, c'est pareil, les yeux, il faut les protéger. La rétine, il faut protéger la rétine. Le risque de cataracte également, quand on a trop de rayons infrarouges, on risque la cataracte. Pour les gens de la retraite sportive, je signale, j'ai écrit dans la revue, il y a une revue qui s'appelle Vitalité, qui est éditée à 80 000 exemplaires en France. Hein, j'ai écrit un article de la revue d'édition qui paraîtra en juin. C'est moi qui ai écrit l'article et justement c'est sur le soleil. En conclusion, pratiquer une activité physique raisonnable. Ah.
Bon, François dit tout à l'heure, ce qui est plus décalé là-dedans, c'est le costume et la cravate. Oui, c'est raisonnable, raisonné, régulière, je reviens dessus, sécuritaire, bah, eux vont prendre le risque de ça, hein, pour pas se casser, et adapté. Ça, c'est important. Hein. Donc, il faut que chacun ait son activité adaptée à sa situation. La pratique, et enfin, autre chose. On va dire, je fais l'activité physique. C'est bien. Donc, je peux me permettre de fumer, de boire, de manger n'importe quoi, de faire tout. Non. La pratique de l'activité physique s'intègre dans une hygiène de vie globale. Et souvent, les gens qui sont physiquement actifs vivent plus longtemps, plus vieux et en meilleure forme, à cause de l'activité physique, certes, mais aussi parce que, souvent, ce sont des gens qui sont attentifs à leur santé, qui prennent d'autres précautions, notamment alimentaires, qui font attention à leur hygiène de vie. Donc c'est un peu difficile parfois de faire la part de ce qui revient à l'activité physique et ce qui revient au reste. C'est un peu comme l'alimentation, on dit les gens qui mangent bio, parce que ces gens-là, souvent, sont des gens qui aussi ont d'autres pratiques d'hygiène de vie globale qui est bonne pour la santé. Donc, ça ne dispense pas, au contraire, d'une alimentation saine et équilibrée, d'éviter le tabac à l'alcool, d'avoir une vie sociale intense, de voir des gens, des amis, d'être entre eux, et d'avoir une stimulation intellectuelle importante. Si vous voulez, ce sont les 4 grands éléments du bon équilibre. On va donc terminer sur cette notion de bien vieillir, car c'est le cœur de ces conférences. Bien vieillir, ça suppose une activité physique associée à une alimentation saine et équilibrée, une éviction du tabac et de l'alcool et des mauvaises habitudes de vie, une vie sociale intense, une stimulation intellectuelle importante. Merci pour votre attention. Docteur, quelques questions. Je m'y attendais. Après cette belle intervention, problème de questionnement. Bien sûr. Je n'ai pas répondu à tout, je ne peux pas tout dire. Pouvez-vous développer le thème suivant? Le sport sur ordonnance, faut-il être en AFD pour en bénéficier? Quelle démarche faut-il entreprendre pour en bénéficier? Alors, voilà où ça en est. Je vous ai dit en 2012, donc, instruction ministérielle mettant en place les plans régionaux de sport, santé, bien-être, qui ont été déclinés sur le plan régional par les plans régionaux de sport, santé, bien-être du Pays de la Loire, avec des dispositions effectives et l'incitation à l'activité physique. Là, le 30 décembre dernier, loi du 30 décembre dernier, donc instaurant la prescription médicale des activités physiques et sportives. Pour les gens en ALD, exactement. Le décret est paru le 31 mars dernier. Alors, actuellement, c'est vrai, mais je crois qu'on va entendu dire que les élections bientôt en France, qui ont déjà eu dimanche dernier. Hein. Donc, je pense qu'en ce moment, tout est un peu suspendu aux élections et qu'après, le nouveau gouvernement aura certainement à traiter ça. Il nous manque des instructions. On a donc la loi, on a les décrets, mais il manque des instructions. Et maintenant, il faut mettre ça en application. Apparemment, c'est vrai, c'est limité aux gens qui sont en ALD, affection longue durée. Diabète, cancer, etc., maladie inflammatoire, voilà. Ça ne veut pas dire pour autant que le remboursement est prévu. Pour l'instant, il n'est pas encore, c'est pas encore bien établi tout ça. On ne sait pas qui va payer. Il y a par contre des expériences locales, comme c'est le cas à Strasbourg, qui est assez vraiment pionnier dans le domaine. À Strasbourg, c'est la municipalité et les mutuelles, je crois, qui payent, qui financent l'activité physique prescrite sur ordonnance. On ne sait pas ce qui va être remboursé, on ne sait pas comment ça va être remboursé, si ça va être vraiment limité aux gens en ALD ou pas, ça reste encore à définir. Bon, c'est vrai que c'est un peu regrettable que ce soit limité aux gens en ALD, parce que c'est bon pour tout le monde. Hein. Alors j'ai une autre question aussi un peu technique, c'est il est envisagé le non-renouvellement du certificat médical annuel pour pratiquer une activité physique sportive. Qu'en pensez-vous? La dernière loi qui a été, c'est pareil, là c'est un petit peu aussi, ça a été long à prendre cette loi, c'est paru en septembre dernier, je crois, qui va instaurer le certificat de visite médicale de non-contre-indication, c'est le nom exact, qui devrait passer à 3 ans au lieu d'1 an. Avant, il fallait un certificat tous les ans. Maintenant, on s'est dit, sur le modèle du Québec, et au Canada, c'est comme ça que ça se passe, on va dire, voilà, on fait un certificat tous les 3 ans, médical, et entre-temps, on va donner aux gens un auto-questionnaire qui vont cocher des cases, hein, et à la fin, si j'ai coché aucune case, c'est bon. S'ils ont coché rien qu'une case, retour à la case départ chez le médecin généraliste, qui devra réexaminer le conso. Ça veut dire qu'après un certain âge,
Rares sont les gens qui n'auront pas une case à cocher. Qui n'aura pas à signaler qu'il y a un problème de cœur ou un diabète, tout ça. Bon. En pratique, c'est vrai que pour les gens qui sont en bonne santé, qui sont jeunes, oui, ça marchera chez les 3 ans, je pense. Pour les gens plus âgés, peut-être qu'il faudra... alors, à la retraite sportive, je suis partie du comité de la Commission médicale nationale, et à la retraite sportive, on a bien sûr pris ça en compte, hein, et on attend vraiment totalement les dispositions définitives. Hein, mais apparemment, on va se conformer tous les 3 ans. Mais en sachant que bien souvent, il y aura quand même beaucoup de gens qui seront amenés à faire des intermédiaires. Merci. Existe. C'est s'il n'y a pas de changement de discipline également. Si vous changez de discipline, il faut un nouveau certificat. C'est ça. Oui, c'est ça. Effectivement, si vous dites, voilà, j'ai fait de la randonnée, puis maintenant je voudrais faire du ski alpin, je voudrais faire du parachutisme, non, là, c'est sûr, oui, c'est ça. Oui. Merci. Existe-t-il des sports particulièrement adaptés aux personnes qui vivent en fauteuil roulant? Alors, toute activité physique est bénéfique, bien sûr, même quand on est très dépendant, quand on est à une capacité. Alors, avec le fauteuil roulant, oui, on a des sports, beaucoup de sports, il y a des handisports, hein, beaucoup, hein, des sports de balle, de ballon, en fauteuil roulant, hein, il y a du hand, du basket, tout ça, oui. Et toute activité physique, même sans parler de sport, moi, toute activité physique est bénéfique. Hein. On va travailler là sur un fauteuil roulant, on va travailler les bras avec les haltères, on va faire ramer, faire de l'aviron, faire, je sais pas, des choses, peut-être pas l'aviron, mais faire travailler. Oui. Oui, du basket. Oui. La natation par elle-même est-elle meilleure que de faire l'activité vélo en piscine? Alors, quelle durée doit-on faire? Combien de fois par semaine? La natation par rapport au vélo en piscine. L'aquabike. Vélo en piscine en français. Oui. La natation est un excellent sport. Ça permet de faire travailler l'équilibre, faire travailler les bras, les jambes, le buste. Hein. Le seul, je dirais pas inconvénient, mais c'est-à-dire que ça ne fait pas travailler en charge. Tout à l'heure, je vous disais, il n'y a pas de pesanteur, celui qui fait travailler pour l'ostéoporose. Par exemple, c'est pas, il faut avoir autre chose que l'ostéoporose. Alors, l'aquabike est encore plus costaud, là, oui, ça fait travailler contre résistance, ça fait vraiment travailler les muscles des jambes, c'est encore plus fort. Alors, une autre question. Que faut-il manger juste après l'activité physique? Très bonne question. Avant ou après? Après. Alors après, c'est quelque chose d'assez nouveau. On pense que l'activité physique crée des petites lésions au niveau des muscles. Hein. Ça dépend de l'intensité, mais même, il y a des petites lésions au niveau des muscles qui font qu'on a besoin de réparer ces lésions. Alors il est recommandé, juste après, de consommer des protéines pour justement avoir des matériaux pour réparer ces muscles. À savoir du blanc d'œuf, des laitages qui amènent de la caséine, du lactosérum. Le blanc d'œuf, c'est l'albumine. Hein. Donc ces protéines vont permettre de réparer ces micro-lésions traumatiques. Alors, il est important aussi de boire après l'activité physique. Parce que il n'est pas nécessaire de manger aussitôt après l'activité physique. On va dire, voilà, je me suis dépensé, oh là là, vite, urgence, il faut que je mange parce que non, on a des réserves. Hein. Par contre, boire, non. Il faut boire rapidement. Après. On peut reporter, un sportif peut reporter sa dette, si je puis dire, sa dette en alimentation, au repas suivant, sans inconvénient. Il faut attendre 2 heures, 3 heures pour manger. Par contre, de boire, non. Il faut qu'il boive aussitôt après l'activité physique. Alors donc, effectivement, avant l'activité physique, surtout intense, prendre des sucres lents, des coups secs, du pain complet, hein, pour avoir du carburant, si je puis dire. Et après l'activité physique, si on mange quelque chose, des protéines pour réparer, donc des matériaux pour réparer les lésions musculaires. Quand vous parlez de boire, quelles sont les boissons les plus adaptées? Les plus adaptées. Ouais. Alors, l'eau, bien sûr, c'est très bien. Il faut vraiment faire un exercice physique intense pour avoir besoin de prendre des sels minéraux en complément. Quand c'est vraiment très intense, c'est vrai que, je pense au coureur de Tour de France, je ne sais plus
il me semble qu'ils perdent 5 litres par heure, je crois, en gros. À peu près. 5 litres par heure encore dans l'état. Imaginez, hein, 25 litres pendant 5 heures. Bon. Alors là, quand on est rendu à des doses comme ça, l'eau ne suffit pas, parce que vous avez éliminé dans les ossuaires de l'eau, mais surtout des sels minéraux. Et si vous ne compensez pas ces sels minéraux, eh bien, il va y avoir des graves problèmes. Il faut donc apporter du sel, du potassium. Et notamment pour éviter les crampes, on dit que pour les cyclistes, par exemple, on leur fait mettre un peu de gluconate de potassium, de sirop dans la boisson, hein, pour éviter les crampes, pour éviter le déficit en potassium. Donc il y a des boissons énergisantes qui sont réservées aux grands sportifs, bien sûr. Mais quand on a une activité raisonnable, modérée, on n'a pas besoin de ce complément. Mais c'est vrai qu'il faut y penser quand on a trop transpiré, il faut compenser aussi la perte en sel. Surtout quand il fait chaud. Et surtout quand il fait chaud, bien entendu. Alors justement, par rapport à... Vous parliez de calcium, que doit-on en penser des apports en calcium parce qu'il y a une polémique concernant le lait. Alors il faut quand même des apports en calcium, bon, ils ont un peu dans le lait, des calcium, hein. Les laitages, si on n'aime pas trop le lait, il y a aussi des laitages, on contient autant. Et si on ne veut pas trop prendre de laitage non plus, eh bien, on peut prendre des amandes, par exemple, il y a du calcium un peu partout, hein, dans les amandes, notamment dans certains végétaux, dans certains fruits, hein, il y a du calcium aussi. Alors, il faut aussi, il faut pas un apport en calcium suffisant pour éviter l'ostéoporose, donc on peut le trouver là. Il faut surtout éviter la fuite de calcium. Un régime trop salé, quand on mange trop de sel, trop salé, on favorise l'élimination du calcium. Donc on pense qu'il n'y a pas que l'apport en calcium qui joue aussi, il faut aussi retenir le calcium cognitif. Hein. Donc, on trouve du calcium dans différentes sources, même si on ne porte pas trop de lait, et surtout éviter la fuite du calcium par l'excès de sel et de protéines. Et dans les eaux calciques, oui, il y a les eaux calciques. Alors, les eaux calciques, justement, les principales eaux calciques, vous avez le contractile, je cherche, c'est un boisacien, il y a des eaux qui sont riches en calcium. Hein. Courmayeur, exactement. Courmayeur, contractile, ouais, courmayeur, ouais. Pas de publicité. Oui, dans un litre, il y a déjà 500 mg de calcium, donc ça représente un litre de lait. Quoi. Je ne sais pas s'il y en a dedans, non, c'est pas. On va parler un peu des pathologies, hein, puisque les personnes qui commencent à vieillir ont des pathologies, bien sûr, maladies chroniques surtout, ouais. C'est un peu le but, quand on parle d'ALD, c'est un peu le but, effectivement, d'intervenir dans les pathologies chroniques qui sont souvent prises en ALD à question de longue durée. Je pense au diabète, au cancer et tout ça. C'est vrai que... Et quelles activités physiques sont interdites avec une prothèse de hanche? Vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Mais... Les prothèses de hanche modernes sont mieux que celles qu'on faisait il y a 30 ans. C'est-à-dire que de l'instant, il y a 30 ans, dès qu'on s'accroupissait un peu, clac, la prothèse sautait. Bon, c'est mieux maintenant, les techniques ont développé, les prothèses sont mieux. Donc on peut quand même faire l'activité physique en faisant attention, bien sûr, de pas trop non plus, parce que ce qu'il faut éviter, c'est... Il y a certains mouvements, d'ailleurs ils sont informés, de ne pas trop mettre la jambe en abduction, comme ça, et vers le haut, pour ne pas favoriser le déboîtement de la prothèse. Mais il y a peu de choses qui sont vraiment interdites, sauf dans des mouvements extrêmes, si on veut, mais il n'y a pas de contre-indication aux prothèses de hanche. Pareil pour une hernie discale. Ah, l'hernie discale, oui. Ça, c'est vrai que c'est embêtant. Il faut éviter tout ce qui peut tasser le disque. Hein. Ça, c'est... Dans la natation, par contre, c'est très bien, parce que là, on a présenté, donc c'est très bien. Hein. Jusqu'à quel point l'arthrose peut pratiquer ou ça empêche de faire du sport quand on a une arthrose? Quand on a une arthrose, la seule limitation que je peux dire pourrait être liée à la raideur. C'est-à-dire quand on a une articulation qui est bouffée par l'arthrose, qu'elle est toute raide, qu'elle a perdu de sa mobilité, évidemment, quand on a une arthrose d'épaule évolue, vous avez chez les personnes très âgées, on appelle des omarthroses, qu'on appelle des arthroses même parfois excentrées, c'est-à-dire que la tête de l'utérus est sortie carrément de la gaine. Là, ils ne peuvent pas, évidemment, ça c'est un facteur limitant, bien sûr. Donc tout ce qui est raideur, lié à l'arthrose, parce que dans l'arthrose, il y a quoi? Il y a la douleur, la raideur, essentiellement. Eh bien, tout ce qui est raideur,
va limiter les possibilités. Mais en dehors de ça, dès l'instant où la mobilité le permet, il n'y a pas de contre-indication. Au contraire, ça va avoir un effet anti-inflammatoire qui va justement faire tout le bénéfice de l'activité physique sur la. Alors, une dernière question peut-être. Que pensez-vous de l'activité Qigong? C'est pas Qigong, Qigong, c'est ça. Alors, il y a le Tai Chi, par exemple, c'est un peu pareil, le Tai Chi, Qigong, ça se ressemble. Oui, Le Tai Chi a été reconnu comme étant en gériatrie et quelque chose d'extrêmement bénéfique. Parce que là, il y a une tâche motrice, parce qu'il y a des mouvements, une tâche cognitive, parce qu'il faut réfléchir, et une tâche, un impact psychologique aussi, parce qu'il y a un élément de détente. C'est considéré comme étant, la souplesse, tout ça, c'est considéré comme étant un sport, une activité, le Tai Chi, qui est bénéfique, et dans vraiment la prévention des chutes, il y a eu des études très sérieuses qui ont été faites là-dessus, il y a déjà quelques années, c'est pas d'aujourd'hui, et on a prouvé que les gens qui faisaient du Tai Chi chutaient beaucoup moins que les autres. Donc, activité très intéressante, parce que ça développe le psychisme, le cognitif, et le physique, le moteur. C'est très important. Et toutes ces Qigong, avec un QI, sont des activités qui sont très très bénéfiques. Ça vient de l'Extrême-Orient, ça vient d'Asie. C'est très très très. Je vais demander s'il y a encore quelques questions. Oui, il y en a une là-bas. Il y en a une là-bas. Ça sera les dernières. Alors, après 10 ans de maladie de Parkinson, période lune de miel, Lune de miel qui dure 7 ans en général, 7 à 10 ans, oui. les activités physiques sont très difficiles. Oui. Lesquelles privilégier? Alors, dans le Parkinson, il y a une chose assez nouveau. On a montré que le tango, la danse, le tango était bénéfique. Hein, à cause du rythme, sans doute. Hein, ça évite, ça permet aussi la danse en général, parce que le rythme de la musique va permettre d'initier la marche, parce que les Parkinsoniens ont du mal justement à initier la marche, et ça s'appelle le freezing, et ça aide à initier la marche. Le tango, c'est une activité surtout qui travaille l'équilibre, parce que dans le Parkinson, il y a des troubles moteurs, donc des troubles de l'équilibre, des troubles de la marche, et on a intérêt à faire travailler l'équilibre essentiellement, la souplesse aussi d'ailleurs, hein, pour éviter parce qu'il y a une rigidité, une akinésie dans le Parkinson, et pour éviter ça, eh bien, il faut travailler la souplesse et aussi l'équilibre pour favoriser la marche. Et je disais le tango, la danse, le tango surtout. Parce que c'est vrai qu'il y a une période qu'on appelle de lune de miel dans le Parkinson, c'est que quand on commence à traiter pendant 7 à 10 ans, 7 ans en général, la dopamine, le L-dopa agit bien, améliore les choses, notamment les signes moteurs, et qu'après, donc c'est plus difficile à équilibrer. Y a-t-il une dernière question? Donc restons mobiles, bougeons. Voilà. Voilà, merci Claude.